Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. Vous avez eu l'occasion tout au long de la semaine de découvrir un petit peu à travers le reportage d'Alexandre Dupuis Saint-Gilles. On va rajouter une couche, on va parler de nouveau de Saint-Gilles, c'est dans Causement Réunionnais. Bonsoir Alexandre Dupuis. Bonsoir JSB. Alors, quand j'ai dit qu'on a donc montré Saint-Gilles un petit peu, l'histoire aussi, voir un petit peu comment c'est devenu ce que cet endroit est venu aujourd'hui. C'est un endroit très touristique où la population réunionnaise et les touristes se croisent souvent, mais il y a aussi une façon de regarder, et vous avez choisi deux personnes qui vous ont donné. Il y a M. Alexis Miranville. Alexis Miranville, historien, spécialiste de Saint-Gilléo, et M. Jehan de Villèle, qui est la mémoire de sa famille, en fait. D'accord. Et là, c'est pas la même vision quand on écoute. Alors, ce qui va se passer, c'est que après cet échange qui va durer une vingtaine de minutes, vous allez voir le reportage donc d'Alexandre Dupuis qui va durer à peu près un petit peu moins d'une demi-heure en deuxième partie. Voir que finalement le regard que porte Alexis Miranville et ce monsieur qui est la mémoire de sa famille, c'est pas la même vision. Il y a des divergences, des convergences, en fait. Il y a des points communs, et puis voilà. Donc, en fait, ce qu'il faut bien comprendre. Pourquoi je dis ça ? Parce que quand on a grandi à Saint-Gilles-Léo, on ne peut pas avoir la même façon que d'avoir un regard d'un historien sur cette partie de Saint-Paul. Oui, c'est sûr. Quand on a vécu à Saint-Gilles-Léo, et en plus on parle de Villèle. De Villèle, bien sûr. Quand on parle de Villèle. Et ben d'ailleurs, en fait, je pense que Jean de Villèle dans son enfance a beaucoup souffert du nom de Villèle parce qu'il était associé à l'esclavage, et donc Monsieur de Villèle a voulu sauver l'honneur de sa famille. Quelque part, c'est une très bonne chose. Chacun a le droit de sauver son honneur. Je vais juste dire une chose, l'histoire de l'esclavage, c'est pas quelque chose qu'on a envie de porter d'une façon ou d'une autre. Mais je pense que, quelle que soit la posture qu'on avait à l'époque, soit on avait nos descendants, nos ancêtres esclaves, soit pour certains d'avoir des familles qui ont utilisé des esclaves. Je pense pas qu'aujourd'hui il faut que les descendants portent ce que leurs ancêtres ont fait. Je pense qu'il faut aussi regarder que nous sommes une communauté de destins, de gens différents, bien sûr, et il faut accepter que nous avons tous été victimes de ce qui s'est aussi du passé que nous avons, où il y a eu beaucoup de souffrances, beaucoup de... Je vous rejoins là-dessus, Gismi, parce que Alexis Miranville l'a dit, en fait, être noir ou blanc à La Réunion, c'est une question de mariage, en fait, c'est une question d'union des familles. Juste aussi pour un point, lorsqu'on parle des petits blancs des Hauts, eux aussi descendent des esclaves, oui, bien sûr. Pas seulement des esclaves, c'est-à-dire descendent aussi des gens qu'on a ramassés dans la rue, dans les prisons, dans les hôpitaux, donc on a envoyés ici. Et ils ont subi aussi, et pourtant ils n'étaient pas noirs, ils étaient blancs, ils ont aussi subi le contexte social, le contexte où le roi avait vraiment pouvait décider de tout, le roi ou bien c'est les gens autour de lui, et il n'y avait pas vraiment une loi pour protéger les plus précaires, les plus pauvres, et on en faisait ce qu'on voulait, et quelle que soit leur couleur, qu'ils étaient noirs ou blancs. C'est sûr. D'ailleurs, sur les navires, la discipline était très, très dure. Que ce soit sur les navires français ou anglais, la discipline était comme dans une grande propriété. Par exemple, quand un matelot avait fait une erreur, on l'attachait au mât, il se prenait 10 ou 12 coups de fouet. Et c'était des fouets à lanière. Donc c'était
c'était comme certaines punitions dans certaines grandes propriétés, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si nous ici à La Réunion, il y a une très bonne entente entre les différentes communautés, c'est parce qu'il y a eu très peu de grandes propriétés, parce que là où il y a eu le plus d'abus à l'époque de l'esclavage, c'est dans les grandes propriétés de 300 ou 400 esclaves en fait. Et dans ces grandes propriétés, que le maître soit bon ou mauvais, c'était difficile de ne pas avoir une discipline pour maintenir la discipline justement. Il y a la discipline, mais ce que je veux dire, c'est que certains esclaves n'étaient pas protégés de la vengeance de certains commandeurs. Ça pouvait se passer dans un coin reculé. Le maître, même si le maître était, on va dire, progressiste entre guillemets, bon, c'est parce que c'est un mot qui c'est un peu anachronique pour employer ce mot-là à cette époque, mais bon, vous voyez les gens voient ce que je veux dire. Même s'il y avait certains maîtres qui étaient, on va dire, on va utiliser plutôt le mot charitable, parce que c'était le terme à l'époque charitable, c'était en rapport avec la foi en Dieu, c'est de vouloir être bon, c'est de vouloir être bon vis-à-vis de son prochain, quelle que soit son origine, sa couleur de peau ou son statut social. En fait, je vais plutôt utiliser le mot charitable. Même si le maître était entre guillemets charitable, ça n'empêchait pas qu'un commandeur pouvait se venger d'un esclave dans un coin de la propriété. Voilà. Donc c'est pour ça que là où il y avait le plus d'abus, c'était dans les grandes propriétés de 300 ou 400 esclaves, comme chez Madame Desbassins. Mais comme à la Réunion, c'est une île avec un relief très accidenté, il y avait très peu de grandes propriétés. Donc la plupart des maîtres, ils avaient soit 10, 20, ou parfois il y en avait qui n'avaient qu'un seul esclave et qui vivaient d'une façon aussi précaire que leurs esclaves. Donc ça permettait un rapprochement avec leurs esclaves. Et aussi il y a eu beaucoup d'unions entre esclaves, entre blancs et noirs. Il faut savoir que, par exemple, à Saint-Denis, je crois que j'ai vu ça dans un des livres de Miranville, il arrivait que des maîtres blancs apportaient invitaient leur maîtresse noire esclave, justement, au théâtre et devant tout le monde, et personne ne disait rien. Chose qui n'aurait pas pu exister, par exemple, en Amérique, au temps de la ségrégation. Donc, je ne dis pas... l'esclavage est une saloperie, tout le monde le sait, que c'est une saloperie. Mais il faut bien comprendre qu'il y avait une zone grise, une zone grise où il y avait des mélanges, des échanges, où il y avait, de toute façon, quel que soit le statut social ou la couleur de peau, comme on dit, il y a des gens bien et des salopards partout, de toute façon. C'est ça. Et puis, de toute façon, la question, on en revient toujours à la même chose, comme lorsqu'on parle du métissage. Le métissage qui a été voulu, ou qui soit voulu aujourd'hui, ce métissage a été aussi forcé, surtout au moment où les femmes esclaves arrivent à La Réunion. Les premiers mulâtres, les premiers enfants nés d'une femme esclave, mais d'un père blanc, que ce soit par viol ou par rapport forcé, c'était quelque chose que aujourd'hui on peut malheureusement juste dire que c'est dommage que ces femmes-là ont souffert. Mais la réalité, c'est que les enfants ont fait des enfants et que aujourd'hui on a des enfants issus de cette... Oui, tout ça, ce sont nos ancêtres, tous ces gens-là, en fait. Et de toute façon, oui, c'est vrai qu'il y a eu des mélanges. Bon, il y a eu des viols, mais aussi il y a eu des unions il y a eu des histoires d'amour, comme des histoires d'amour, il y en a partout. Comme celle d'Anne Mousse, qui va épouser d'abord ce sont des histoires d'amour. Puis Dominique Ferrer, elle qui est malgache, donc qui est noire, elle a épousé donc Noël Tessier, qui est un métropolitain à ce moment-là, et également Dominique Ferrer. Donc ça montre bien que le rapprochement entre êtres humains se faisait malgré tout. Oui, bien sûr, c'est sûr. Et d'ailleurs, la dernière fois où je vous ai présenté le reportage, où je t'ai présenté le reportage sur Roland Garros, on a bien vu que dans la généalogie de Roland Garros, qui est blanc, qui a un physique d'Européen, on a bien vu que justement il y avait, je crois qu'il y avait Anne Mousse, il y avait aussi une ou deux indo-portugaises, il y avait des pirates. Donc voilà, c'est
ces histoires d'amour ont existé, ont créé ce métissage. Et si ici à La Réunion, nous sommes une île où il y a bien une bonne entente entre les communautés, c'est aussi cet héritage que nous portons, parce qu'il y a eu beaucoup de mélanges, beaucoup d'histoires d'amour. Bon, il y a eu aussi quelques... Bon, je ne sais pas combien de viols il y a eu, hein. Je ne suis pas historien, je ne suis pas capable de vous dire si le métissage s'est fait plus à partir d'histoires d'amour ou de viol. Et moi, je pense que... personnellement, je pense qu'il y avait plus d'histoires d'amour. Faudrait voir ça avec un historien. Là, je ne suis pas capable de vous le dire sur ce point-là. Et, par rapport à ce que dit Alexis Miranville et Monsieur de Villèle dans ce document que vous allez voir juste après, ça, c'est de montrer que la place de Saint-Gilles participe aussi. Saint-Gilles participe à cette évolution de la Réunion, l'union entre des femmes qui sont parfois esclaves, parfois en situation de semi-esclaves, entre des hommes qui sont des patrons, qui malgré tout sont attirés par les femmes qu'elles ne traitent pas toujours avec respect. Cette évolution-là a aussi participé à faire de la Réunion ce qu'elle est aujourd'hui. Oui, je pense qu'on peut dire ça. Oui. De toute façon, ce qu'on regarde par exemple dans une entreprise, bon, c'est une organisation hiérarchique, il y a le patron, et puis bien souvent il y a la secrétaire qui tombe amoureuse du patron parce que c'est naturel chez la femme. Chez la femme, quand il y a quelqu'un de supérieur hiérarchiquement, ça fait partie de son instinct d'avoir besoin, comme les femmes ont besoin d'être protégées, elles ont besoin d'un protecteur, donc si elles trouvent un homme qui est bien placé, leur instinct fait qu'elles tomberont souvent amoureuses de lui. Donc ça c'était à l'époque. Hein, oui, à l'époque, oui. Mais c'est une comparaison avec justement, oui. Ouais. C'est à l'époque je comprends, mais je parle des entreprises de maintenant. Je parle de notre époque. À notre époque, ça se passe comme ça. Donc à l'époque, j'imagine. Là encore, je ne suis pas historien. Je ne peux que donner une réponse, pas très précise. Oui, je pense que les femmes, naturellement, tombent amoureuses de ceux qui peuvent leur apporter une protection. Et puis, de toute façon, à l'époque, on a parlé d'Anne Mousse tout à l'heure, une femme ne peut pas rester célibataire, rester seule. Il fallait absolument la protection d'un homme. Et ils ne choisissaient pas toujours par amour. Bien sûr, forcément, bien sûr. Oui. De toute façon, les femmes dans l'histoire ont toujours eu besoin de protecteurs. Ça fait partie du logiciel féminin d'avoir besoin d'un homme pour les protéger. Et des fois, cet homme peut ne pas leur convenir. Sont les choses. Je répète que c'est pas pour aujourd'hui. On parle là, on parle dans l'histoire et ça s'est passé au XVIIe, au XVIIIe siècle. Bien sûr. Mais reste que sur Saint-Gilles, par rapport à ce que dit Alexis Miranville et Monsieur de Villèle, c'est que d'une façon ou d'une autre, et ça c'est quelque chose on a parfois du mal à comprendre aujourd'hui avec l'esclavage, avec le contexte social et économique, comment ces gens ont pu s'entendre d'une façon ou d'une autre. Il y avait une obligation de s'entendre. Oui, c'est sûr. Oui, il y avait, bien sûr, il y a le contexte qui fait qu'il y a une solidarité qui se crée dans la précarité. C'est comme je le disais tout à l'heure, dans les petites propriétés où il y avait juste 10 esclaves, ou sinon dans le cas où il n'y avait qu'un maître et un esclave qui vivaient dans la précarité, là, la précarité les rapprochait. Même s'il y avait un écart social entre le maître et l'esclave, et que le maître avait tout pouvoir sur l'esclave, mais la pauvreté fait que ça rapproche les hommes. C'est très paradoxal en fait. Et puis quand on parle du contexte social et économique, à l'époque, Saint-Gilles, c'était pas une carte postale pour touristes. Non. C'était un endroit où les bateaux arrivaient, jetaient l'ancre, et on débarquait hommes et biens. Et le sucre aussi de la propriété de Villèle qui passait par la rade de Saint-Gilles jusqu'au la baie de Saint-Paul, ensuite qui était acheminé en Europe et dans tous les pays où on vendait le sucre. Voilà. D'accord. Si le Saint-Gilles de ce que Alexandre Dupuis veut mettre en avant, c'est montrer cet endroit où il y avait des relations économiques.
Ouais, c'est sûr. Oui, la rade de Saint-Gilles, comme l'a dit Olivier Fontaine, est une rade d'embarquement et de débarquement de marchandises. Donc c'était un point économique majeur. La rade de Saint-Gilles est un lieu historique et on s'en rend pas compte. On pense que cette rade, on l'utilise depuis qu'on a créé le petit port de Saint-Gilles, et maintenant, quand on voit les bateaux sortir avec le Visiobule et compagnie, on pense que, voilà, ce n'est que maintenant qu'on a investi cette rade et qu'avant, il n'y avait rien. C'est vrai qu'avant, il n'y avait rien parce qu'il y avait des maladies à Saint-Gilles. Il me semble qu'il y avait la malaria, et on a pu investir Saint-Gilles-les-Bas depuis quelques années, depuis qu'on a démoustiqué, quoi, depuis 30 Et puis, il y a une chose aussi, ce qui fait que Saint-Gilles était un port, c'était un port de pêche, c'est-à-dire que avec cette petite ce sable, au moins ils pouvaient débarquer avec leur barque sur le... Un port de pêche protégé par des batteries de canon, comme on l'a vu avec Olivier Fontaine. Donc il y avait 2 batteries de canon qui protégeaient la rade de Saint-Gilles, et puis il y avait le chemin carrosse qui emmenait hommes et biens jusqu'à Villèle, c'est-à-dire à 300 mètres d'altitude. Donc c'était une petite société très organisée en fait, bien que les bas ne soient pas très occupés à l'époque, on va dire. Oui, parce que là reste aussi une chose, c'est que ce qui Saint-Gilles était comme toutes les côtes de la Réunion quand il faisait le climat n'était pas au beau fixe, le vent, la houle, les marées et n'était pas vraiment gentil avec la nature, n'était pas vraiment gentille avec l'homme. Oui, c'est sûr. Et puis, il me semble qu'on a choisi justement plus tard la rade de Saint-Denis parce qu'il y avait un meilleur vent justement et que oui, la nature dans l'ouest était plus compliquée, qu'on va dire, était plus... De toute façon, la question s'est posée. On a parlé de Saint-Paul à un moment donné, on a parlé de Sainte-Suzanne. C'est les endroits où les bateaux aimaient mouiller et pour pouvoir après débarquer. Il y avait donc Saint-Paul. À un moment donné, on a parlé de Sainte-Suzanne. Après, on a parlé de Saint-Denis. C'est vrai qu'on a toujours cherché par rapport à d'autres endroits où il y avait toujours des baies pour pouvoir... des baies, oui, c'est plus facile. Pour mouiller. Les baies sont beaucoup plus faciles pour jeter l'ancre, justement. Et la baie de Saint-Paul est différente de celle de Saint-Denis parce que à la baie de Saint-Denis, j'ai vu qu'il y avait un meilleur ancrage, en fait, tandis que la baie de Saint-Paul, l'ancre, il y avait trop de sable, l'ancre avait du mal à s'accrocher. Donc, oui, il y a quelques différences entre ces 2 baies, mais il y a des différences et des avantages. Comme je l'ai dit, à Saint-Denis, il y avait les alizés qui portaient mieux les bateaux, le vent. Tandis qu'à Saint-Paul et Saint-Gilles, il y avait toujours ces histoires de malaria qui étaient embêtantes. Et puis surtout, avec l'étang de Saint-Paul, à un moment, ça a créé la prolifération de moustiques. Et c'était très, très, très embêtant, quoi. Voilà. Alors, donc, c'est pour vous rappeler, il nous reste 3 minutes, rappelez que ce reportage, c'est pas pour que on parle encore une fois, de la carte postale, de ce qu'est Saint-Gilles aujourd'hui dans votre regard. C'est pour vous expliquer, voilà comment ça a commencé, voilà comment Saint-Gilles a été utilisé par ceux qui sont venus accoster à La Réunion, ceux qui sont venus y vivre, et comment aussi ceux qui ont commencé à s'installer sur l'île de la Réunion, comment ils ont utilisé cette partie de Saint-Paul qu'est Saint-Gilles à l'époque et aujourd'hui. Oui, comment ils l'ont utilisé en tenant compte des difficultés et des obstacles, quoi, parce que c'était, comme je disais, il y avait les maladies, et puis il faisait très chaud, donc Saint-Gilles a été délaissé pendant très longtemps. Et puis les gens préféraient aller dans les hauts. Dans les hauts, il faisait frais. Dans les hauts, il y avait un meilleur climat. À l'époque, il n'y avait pas la clim. Il y avait D'autant qu'à l'époque, le climat était beaucoup plus rude aussi, je crois. Et c'est vrai que c'était devenu quelque chose de traditionnel, de très habituel. C'est que ceux qui avaient les moyens partaient toujours en changement d'air dans leur maison qui était en fraîcheur, sur les hauteurs.
Oui, oui, en fait, la tradition du changement d'air de date pas d'hier, en fait. Hein, c'est quelque chose qui a été qui est ancré dans la tradition créole, en fait. Le changement d'air, ça peut être aussi bien à Saint-Gilles-Léo qu'à Salazie, et plus tard à Cilaos, voilà. Et ensuite, à l'époque du Titrin. On va juste rappeler que le préfet, à l'époque, avait une maison, je crois, à Salazie. Oui, il avait une maison à Salazie. Alors oui, d'ailleurs, cette maison a besoin d'être investie. Je ne sais plus ce que c'est devenu, mais elle a besoin d'être investie. Il y a l'État qui fait un appel d'offres pour créer une activité d'artiste dedans, voilà. Donc, on va vous proposer donc de regarder ce reportage qui va durer donc 27 minutes. Alexandre Dupuis, est-ce que c'est important de se dire que quand on regarde, ce n'est pas de dire que ça a évolué, mais que l'histoire a commencé de cette façon-là? Oui, en fait, tout le monde sait que ça a évolué, de toute façon, pas besoin de le dire, mais oui, l'histoire a commencé de cette façon, et c'est extraordinaire de se dire que l'on est parti de ce point de départ. D'ailleurs, quand on verra ces deux interviews, on se dira ce n'est pas possible qu'on ait pu commencer par ce point de départ. C'est quelque chose presque d'inimaginable pour nous, hommes de notre époque, quoi. Pour nous, on n'imagine pas que c'était aussi dur dans le passé pour nos ancêtres. C'est quelque chose qui est pour nous qui est stupéfiant. Et d'ailleurs, je pense que nous, hommes du XXe siècle, nous sommes nés avec ce logiciel qui voue aux gémonies l'esclavage et qui voit à travers l'abolition de l'esclavage le bien absolu, on va dire l'alpha et l'oméga en fait. Mais les choses en fait, si on regarde, étaient bien plus compliquées parce qu'après l'abolition de l'esclavage, ce n'était pas fini. Hein. En 1848, tout le monde sait qu'on a fait venir les engagés, dont le sort était, comme le disait M. Miranville, aussi dur que les esclaves. Et donc, quelque part, cette abolition de l'esclavage, ça a été formidable pour les Noirs justement d'origine africaine. Mais après, on va dire qu'il y a eu, ça a continué d'une façon hypocrite. Hein. D'ailleurs, c'est très curieux. Donc, en partant du principe que l'abolition de l'esclavage en 1848 ne peut pas être à la fois l'alpha et l'oméga du bien absolu, je veux dire, parce que pour nous hommes modernes, comme vous, comme pour moi, l'abolition de l'esclavage, c'est le bien absolu, c'est la vertu. Il y avait d'un côté les esclavagistes et ceux qui étaient pour l'abolition, mais quand on voit qu'en fait, on a fait venir d'autres personnes après pour perpétuer ce système, on se dit qu'il y a quand même une part d'hypocrisie. Voilà. Et donc, pour finir, je vais dire que, donc, en prenant compte de ce paramètre, il faut se dire qu'on ne peut juger les gens qui avaient des esclaves qu'à travers le contexte. On doit tenir compte que si c'était des hommes de bonne volonté ou des salopards, voilà. Et on ne peut pas dire qu'il y avait d'un côté les esclavagistes, des autres les esclaves. Et d'ailleurs, comme le dit Miranville, il y avait aussi des esclaves affranchis qui possédaient des esclaves, donc des Noirs qui avaient d'autres esclaves noirs. Donc la situation était beaucoup plus compliquée qu'on l'imagine. Voilà. Merci Alexandre Dupuis. On va pouvoir regarder ce reportage d'Alexandre Dupuis donc sur Saint-Gilles-les-Bains. Saint-Gilles dans son histoire avec un historien et quelqu'un qui est descendant d'une des familles qui a qui a construit, j'allais dire, sa richesse avec aussi au moins un peu d'esclavage. On verra ce que vous en pensez. Je vais vous quitter dès maintenant. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez pour le reportage. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.